And is Andreas with us? Yeah. My director, Monsieur le Directeur? He won't be on screen, but he is here with us in the background. Right, because I'm expecting him to do a lot of, maybe in the next session he will do more. Okay, Exactly. Are we ready? I'll go on the count of three, if that's all right. That's fine. We can start. Okay, right, 3, 2, 1. Bonjour chers collègues et bienvenue à la 66e session annuelle et la toute première session en ligne de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et plus précisément, bienvenue à cette réunion conjointe de la Commission sur la dimension civile de la sécurité et la Commission politique. J'espère que vous êtes tous en bonne santé malgré la pandémie actuelle. J'aimerais également souhaiter la bienvenue chaleureuse à mon amie, ma collègue, ma coprésidente, Madame Joëlle Garriaud-Mellam, française, comme vous l'aurez deviné, qui est la présidente de la Commission sur la dimension civile de la sécurité. Elle reprendra la présidence de cette réunion suite à l'intervention de notre invité d'honneur, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République hellénique. Mais dans un premier temps, permettez-moi de rappeler aux participants, s'ils ne le savent déjà, que si vous souhaitez prendre la parole pour un commentaire ou une question, veuillez demander la parole en cliquant sur le bouton Request for the floor que vous retrouverez sur votre écran. Et dans toute la mesure du possible, veillez à vous équiper d'un casque de bonne qualité, équipé d'un micro si vous souhaitez prendre la parole aujourd'hui. Nos interprètes rencontrent de grandes difficultés lorsque les intervenants sont équipés d'un équipement insuffisant. Et puis enfin, cette réunion sera enregistrée en audiovisuel et sera diffusée en direct sur Internet ainsi que partagée sur les réseaux sociaux à des fins promotionnelles. Les enregistrements seront également disponibles sur la chaîne YouTube de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et sur les profils Facebook de l'AP OTAN. Comme vous le voyez et comme vous le savez, la session aurait dû se tenir à Athènes cette année et j'aimerais saluer les dirigeants de la délégation hellénique et leur donner la parole car ils souhaiteront probablement intervenir avant que je ne présente de manière plus formelle notre invité d'honneur, comme je le disais, le ministre, Monsieur Nikos Dendias. Je donne la parole à la délégation grecque. Vous avez la parole. Marietta. C'est avec grand plaisir que je vous présente le ministre des Affaires étrangères de la République hellénique et un de mes amis les plus proches, M. Nikos Dendias. Mais avant de lui donner la parole, je voudrais vous dire quelques mots, si vous me permettez. Je suis certain que mes collègues membres seraient très intéressés de comprendre les priorités de la politique étrangère de la Grèce. Votre point de vue sur l'évolution de la situation en Méditerranée orientale et les mesures nécessaires pour réduire les tensions. À mon avis, en ces temps difficiles caractérisés par plusieurs défis sur les nombreux fronts, il est essentiel que nous continuions à parler et que nous essayions de parvenir à des accords mutuels. Je ne voudrais pas plus vous tarder, Monsieur le ministre. La parole est à vous. Well, perhaps I might just... Avant cela, quelques mots, si vous me le permettez. Alors, je ne connais pas aussi bien le ministre que vous, bien évidemment. Et certains de nos collègues ne connaissent peut-être pas sa longue carrière politique. D'après mes informations, il a été membre du Parlement grec depuis 2004 et il a occupé différents postes ministériels, notamment au sein du ministre de la Défense nationale. Il a également occupé donc le poste de ministre des Affaires étrangères de la Grèce depuis juillet 2019. Et ce qui intéressera tout particulièrement un avocat britannique comme moi-même, je le sais, il a lui-même un diplôme d'avocat et est un diplômé
de la University College London et de la London School of Economics. Il pourrait tout à fait être ministre britannique. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Nous attendons avec intérêt le point de vue grec sur l'adaptation nécessaire de l'Alliance dans un environnement stratégique en mutation. Après votre intervention, vous aurez la gentillesse de bien vouloir répondre aux questions qui vous seront adressées. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Lord Campbell. J'aimerais remercier également Mariette Arianac, qui, comme elle l'a dit, est une très bonne amie. Alors, je dois dire dans un premier temps que je suis très heureux de participer ici aujourd'hui aux travaux de la 66e séance annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Bien sûr, j'aurais préféré pouvoir vous accueillir ici en personne. Ceci étant, je suis particulièrement heureux de trouver un moyen de participer à un dialogue approfondi malgré la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons actuellement. Permettez-moi d'emblée de remercier le président ainsi que tous les membres de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN pour le travail important que vous réalisez. En tant que parlementaire, je le sais, l'OTAN s'appuie sur vous pour dialoguer avec vos homologues, mais c'est encore plus important pour dialoguer également avec les personnes que vous représentez directement pour mieux expliquer ce que fait l'OTAN et ce qu'est l'OTAN. Le rôle de l'OTAN face aux défis sur ses flancs sud et est et dans la lutte contre les menaces en mutation est absolument crucial. Je le sais, nous pouvons compter sur vous, parlementaires, pour prendre ou faire passer le message selon lequel l'alliance n'est pas uniquement une alliance militaire, c'est également une alliance qui s'appuie sur des valeurs partagées qui sont ancrées dans la charte des Nations Unies et dans le droit international sont absolument essentielles à notre vision et à notre objectif commun. Et en tant que tel, nous avons toujours cherché à les promouvoir et à les défendre. Sur des questions précises qui concernent l'agenda de l'alliance, la Grèce, comme vous le savez, se félicite du processus de réflexion 2030 qui a été lancé et qui, nous l'espérons, débouchera sur des propositions concrètes pour maintenir l'unité et le rôle politique de l'OTAN. L'OTAN, aujourd'hui, doit trouver le juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de répondre à des défis croissants au niveau international et d'autre part, ne pas tomber dans une inefficacité qui la paralyserait. Il est important également de veiller à l'avantage technologique de l'OTAN qui est de plus en plus remis en cause par des acteurs à la fois étatiques et non étatiques. Par ailleurs, nous devons préserver le niveau de nos investissements de défense et les augmenter également. Comme vous le savez, la Grèce, malgré des contraintes budgétaires, a maintenu son budget de défense au-delà du seuil des 2%. Nous œuvrons également pour atteindre l'objectif des 20% de dépenses dans les équipements et R&D. À cet égard, je le sais, vous devez être informé probablement de la réforme entreprise récemment par le gouvernement pour mettre à jour notre équipement militaire. Par ailleurs, nous participons de manière importante aux missions et opérations de l'OTAN. En ce qui concerne la technologie et l'innovation, nous le savons, elles nous permettent de nouvelles voies d'innovation afin de trouver de nouvelles réponses à des problèmes de sécurité, notamment en ce qui concerne dans le domaine de la maîtrise des armements et non-prolifération. Malheureusement, avec la fin du traité FNI, avec la poursuite du traité New START en doute et la mise en cause d'autres éléments du régime international de maîtrise d'armement, il y a bon nombre de raisons de s'inquiéter. Dans ce contexte, nous pensons qu'il est nécessaire de continuer à dialoguer selon l'approche double en ce qui concerne la défense collective avec la Russie. Dans le même temps, nous devons également essayer d'intégrer la Chine dans le cadre de ces efforts de maîtrise des armements, car la Chine, bien sûr, occupe un rôle croissant en termes militaires et cela n'est pas sans incidence sur les intérêts de l'OTAN. En parallèle, l'adaptation de notre posture de dissuasion et de défense doit rester une constante de nos efforts. Nous devons surmonter les défis au sud et être souples ou suffisamment souples pour faire face à de nouvelles sources d'instabilité telles que par exemple les flux migratoires clandestins. Dans ce contexte, l'activité de l'OTAN dans la mer Égée permet d'assurer une présence dissuasive maintenue. Nous attendons bien sûr la poursuite de ces activités, mais également un renforcement des contributions des alliés. Il s'agit
d'un signal minimum que nous attendons depuis longtemps à l'intention de mon pays. Comme cela a été démontré par la pandémie de Covid-19, nous devons réinvestir dans le multilatéralisme et dans les institutions qui le soutiennent. L'OTAN doit encore renforcer sa collaboration avec d'autres organisations internationales et notamment avec l'Union européenne. Car la sécurité de l'OTAN et de l'Union européenne sont étroitement liées, bien sûr. Ensemble, les deux organisations mobilisent un vaste éventail d'instruments et peuvent mobiliser les ressources qui permettront de renforcer la sécurité de nos concitoyens. La déclaration conjointe de 2016 et de 2018, ainsi que l'adoption et la mise en œuvre de 74 actions communes sont des jalons importants, ainsi que des messages politiques importants pour démontrer que l'engagement de contribuer à la sécurité collective est important. Ces deux déclarations ont lancé un élan dans le cadre de cette collaboration OTAN-UE et ont fixé les grands principes directeurs de cette coopération: ouverture, transparence, inclusivité et réciprocité. Et tout cela dans le plein respect de l'autonomie de décision des deux organisations et sans préjuger du caractère spécifique des politiques de sécurité et de défense de chacun euh, et de tous les États membres. Par ailleurs, nous devons également mettre en place un cadre plus formalisé d'interaction avec nos partenaires pour faire face à l'environnement de sécurité en évolution, notamment sur le flanc sud de l'OTAN, la crise en Syrie, en Libye, les flux migratoires clandestins renforcent l'instabilité et font de notre coopération avec Israël et l'Égypte des éléments essentiels. Par ailleurs, nous devons maintenir nos partenariats ouverts et souples, notamment en ce qui concerne les pays qui ne correspondent pas à aucune configuration de partenariat actuelle. Nous devons renforcer notre collaboration avec l'Inde également, dont la collaboration sera essentielle pour surmonter les défis. Cela s'applique également aux Émirats arabes unis et aux pays du Golfe. La Grèce étant l'allié et le membre de l'Union européenne le plus proche de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale, cherche à promouvoir des politiques qui promeuvent la paix, le développement, la sécurité. La Grèce voit son rôle non seulement en tant que poste à l'avant-garde de ce front, mais également un pilier de démocratie, de stabilité, de coopération régionale. Dans cet environnement de sécurité complexe, nous avons à minima une obligation de mener par l'exemple. Dans ce contexte, la Grèce a conclu des accords de délimitation avec l'Albanie notamment pour présenter les délimitations maritimes auprès de la Cour internationale de justice de l'Haye. Nous ne devons pas accepter des pratiques qui sapent notre unité et qui viennent porter préjudice à notre efficacité face aux défis que nous connaissons. Nous continuons néanmoins à constater des actions unilatérales et d'initiatives qui sont prises, y compris par des alliés, en violation directe du droit international et du droit fondamental ou des droits fondamentaux que nous défendons. Ces actions qui visent parfois certains alliés sont un affront à l'intégrité et à la cohésion de l'OTAN. Ces actions constituent également une menace pour la stabilité régionale et les intérêts transatlantiques. Ces actions doivent être isolées, doivent être condamnées. Un appui ou un soutien pour une alliance d'États souverains efficace dépendra de la capacité de l'OTAN à, d'une part, maintenir ses valeurs communes, sa solidarité, sa cohésion, et d'autre part, sa capacité à faire face à des défis, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Nous vivons un tournant et nous précisons que nous devons passer à l'action. Cope with the unprecedented security challenge. Il faut faire face à ces nouveaux défis de sécurité. La Grèce veut être à l'avant-garde de ces efforts pour régler et surmonter ces défis. Mon pays reste engagé vis-à-vis des valeurs et des principes sur la base desquels l'Europe et les alliés transatlantiques se sont fondés. Nous allons continuer de fournir nos forces nationales, nos capacités, et que c'est à la disposition de l'OTAN pour atteindre les objectifs de l'OTAN dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention. Excellente présentation qui nous montre, vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Si? Mmh. Pardon.
Pardonnez-moi, mais je parle en Yes, I français, can hear qui you. est évidemment I une des lost you langues from the screen for a while, but I can hear you very well. Thank you so much for your kind words. Ne voyez pas à l'écran pendant un instant, mais merci beaucoup. et la parole sont les plus importantes. Donc, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour vos propos qui nous donnent la vision de la Grèce en ce moment extrêmement difficile, en cette période de pandémie, avec toutes les difficultés qui s'en suivent et les tensions sur la scène internationale. Alors, je vais donc ouvrir le débat, mais peut-être qu'avant de donner la parole aux premiers intervenants, j'aimerais peut-être vous interroger, Monsieur le ministre, sur justement la manière dont vous travaillez face à cette pandémie avec vos collègues européens, si vous voyez certaines choses à améliorer dans la procédure au sein de l'OMS, par exemple. Et également, bien sûr, vous nous avez parlé des partenariats et j'aimerais peut-être aussi développer un petit peu cette question. Merci, Monsieur le ministre. I'm sorry, I'm not familiar. How do we do it? Do we group questions? Je suis désolée, je ne sais pas si je réponds à cette question ou si on regroupe les questions. Comme vous le souhaitez. Je vois par exemple qu'il y a une question de notre collègue turc Ahmet Yildiz. So, peut-être vais-je lui laisser poser sa question également. So let's group 3 or 4 questions and I will Très answer. bien. Thank 2-3 questions alors. Merci Madame le Président. Monsieur le ministre, avec tout le respect qui vous est dû, en tant que voisin aussi, j'espère que vous et que mon ministre des Affaires étrangères pourront trouver une solution ensemble pour régler le différend entre nos 2 pays. Moi, je suis diplomate de par ma profession et je connais très bien les défis actuels. Hier, quand j'ai demandé au ministre de l'Énergie, après l'intervention de votre Premier ministre, s'agissant de la reprise des pourparlers, pendant les négociations exploratoires, il n'y avait pas beaucoup de consultations entre nos 2 pays, mais c'est la Grèce, en fait, qui a mis fin à ces pourparlers il y a quelques années sans qu'on ait d'explication. Donc moi, j'ai demandé si les négociations allaient reprendre et le Premier ministre et le ministre de l'Énergie ont évoqué 2 choses seulement, le plateau continental et la zone exclusive économique, qui doivent être les seuls sujets à être abordés. Mais nous savons qu'il y a d'autres problèmes dans la mer Égée, en Méditerranée aussi, par exemple qui concernent les eaux territoriales, les zones militarisées, le statut des îles. Et pour autant que je le sache, d'après mon expérience, pendant les pourparlers exploratoires, il y a eu plusieurs exercices aussi sur ces questions. Donc pourquoi est-ce que la Grèce refuse de parler d'autres sujets que du plateau continental et de la zone économique exclusive? Car comme vous le savez, le président Erdogan souhaite que ces négociations reprennent sans conditions préalables. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? C'est parce que je veux que ce problème soit réglé le plus rapidement possible. Merci. Merci, cher collègue. Alors, Monsieur le ministre, je vois que pour le moment, nous n'avons pas encore d'autres orateurs inscrits. C'est toujours très difficile. Vous savez, au début de la première session, les questions viennent généralement un peu plus tard. Donc, vous me permettrez peut-être d'en poser une qui concerne les relations de la Grèce avec la Yes, Chine, thank you. surtout après que la Chine ait investi dans les infrastructures grecques, comme le port du Pirée plus particulièrement. Je vous rends la parole, Monsieur le ministre, peut-être pour ces premières questions. Well, thank you so much for the opportunity. First of all, on the pandemic, well, as everybody knows, the European Union is not just an economic organization. It is not just a common market. It's a family of countries. It's a unique historical experiment which have brought peace, stability, prosperity into the old continent where for years there was war upon war. Millions of lives have been lost. Now,
how do we work in the European Union? We try to create common areas of understanding, common rules, and we try to implement those rules in all the areas of the Union. That is the main way in which we try to address the issues of the pandemic. Of course, in this case, there's another factor which we have to take into account. This is the epidemiologic evidence, the epidemiologic data. So what we're trying to do is to organize a set of rules which apply to all the countries depending on just on the epidemiological data and nothing else. So we try to group epidemiological data. But of course, the main aspiration is to go beyond the COVID-19 crisis, to overcome this huge crisis. And to do that, there's one great opportunity, but also one great duty. And that has to do with the distribution of the vaccine. But having said that, which is an obligation of the Union and of the member states towards the citizens, I have to say that the European Union, as a unique experiment in the history of the world, has also an obligation to the neighbor states beyond the European Union on the issue of the vaccine. The vaccine health is not the right of the rich, is not the right of the affluent, it's not just the right of the Europeans, it's the rights of humanity. So what the European Union will try to do is be able to address this challenge as much as possible, first of all, within its boundaries, but let me be clear, and beyond that. That is the way we try to see it. I was very much J'ai été très intriguée et j'aimerais remercier mon collègue turc pour sa question. Je dois dire que, comme chacun le sait, et ça n'est pas un secret, bien sûr, je suis un ami de longue date de la Turquie, et notamment de Mevlut, et j'attends que Mevlut justement me fixe une date pour que nous puissions reprendre nos pourparlers exploratoires. Mais la Grèce a clairement fixé un certain nombre de prérequis. Il ne s'agit pas vraiment d'une précondition ou un prérequis, Ah, ça... logical that I think Non, je l'ai perdu. on the continent. nous avons demandé à la Turquie d'interrompre ses explorations sur le plateau continental de la Grèce dans le sud-est de la Méditerranée. Si la Turquie estime qu'elle dispose d'un droit légitime sur ces zones, eh bien, nous pouvons en parler, bien sûr. Et si nous ne trouvons pas d'accord, eh bien, dans ce cas-là, la voie à suivre est claire. Eh bien, dans ce cas-là, nous nous rendrons devant le tribunal ou la Cour de justice internationale de la Haye et nous pourrons résoudre cette question. C'est par exemple ce que nous avons décidé de faire avec l'Albanie, un autre pays avec lequel, par la négociation, nous n'avons pas réussi à surmonter nos différends. Mais dans le cas de l'Italie et de l'Égypte, nous avons réussi à trouver une solution par le biais de négociations et à signer les traités afférents. Et donc, pour tous les pays civilisés, il y a toujours deux voies qui se présentent à nous. Soit on se met d'accord, et bien, si ça n'est pas le cas, et bien, dans ce cas-là, on se présente devant la justice internationale et on s'en remet au droit international. Mais à nouveau, je le redis, je crois que cela ne sera possible avec la Turquie qu'à condition que la Turquie ne mette un terme à ses activités illégales. Et cela dit, je dois dire que je tiens à établir également un élément essentiel qui a toujours été le cas en ce qui concerne les pourparlers exploratoires qui ont été interrompus en 2016 parce que la Turquie n'a pas souhaité poursuivre. Eh bien, il revient maintenant à la Turquie ou plutôt, pardon, en 2016, nous attendions que la Turquie fixe une date. Aujourd'hui, c'est à l'inverse. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas résoudre ces différends bilatéraux s'il n'y a pas une double volonté. Par exemple, si je réclame ou je revendique la propriété de votre maison, je ne peux pas le faire si vous ne le souhaitez pas. The issue of delimiting. Donc, nous avons regardé les zones économiques exclusives et je pense que le mieux pour les deux pays, à la fois pour la Grèce et pour la Turquie, c'est de reprendre là où nous en étions en 2016, mais étant entendu
que la Turquie doit commencer par cesser ses activités illégales dans le sud de la Méditerranée. Alors, pour ce qui est de la Chine, on m'a posé plusieurs fois la question. Merci de me donner l'occasion de répondre à cette question. Je comprends que le port de Pirée est un port très important sur la Méditerranée, mais pour être franc, le fait que la Chine ait maintenant des droits exclusifs sur une partie importante du port de Pirée, ça n'est pas le choix de la Grèce. La Grèce a privatisé le port de Pirée à 2 périodes différentes. Dans un premier temps, la Grèce a commencé par privatiser uniquement une partie de ce port de Pirée. Les Chinois étaient les seuls qui étaient intéressés. Ils ont procédé à l'acquisition, mais ça n'était pas le facteur déterminant. En effet, c'était juste une partie peu importante du port. Ensuite, il y a eu la crise entre 2010 et 2018. La Grèce s'est trouvée dans une crise profonde et pendant cette période, la Grèce a été obligée par ses partenaires européens de privatiser un certain nombre de biens et d'actifs, dont le reste de ce port de Pirée. Mais à nouveau, il n'y avait que les Chinois qui étaient intéressés. Et à ce moment-là, nous avons donné des informations claires à toutes les parties intéressées pour dire que si la Chine était la seule partie intéressée pour reprendre le port de Pirée, eh bien, il n'y a aucune société européenne ou américaine qui s'est manifestée pour faire une offre de reprise de ce port très important dans la Méditerranée. Alors, le secrétaire Pompeo m'a demandé à plusieurs reprises qui est responsable de la situation. Eh bien, je dois dire que ça n'était pas un choix de la Grèce, c'est quelque chose qui nous a été imposé. Et un dernier détail, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises le président Choïbe, et la dernière fois que je l'ai rencontré, je lui ai rappelé ces options et ce que nous avions dit à l'Allemagne. Et il m'a dit, oui, effectivement, vous avez raison, c'est de notre faute, vous pouvez le dire aux États-Unis, c'est de notre faute et non pas de la vôtre. Le fait que la Chine ait maintenant la possession de l'ensemble du port de Pirée, c'est le résultat de cette première opération de privatisation et ensuite le fait qu'aucune société européenne ou américaine n'ait été intéressée. 3 autres intervenants. Donc, dans l'ordre, Françoise Dumas, ma compatriote française, qui est présidente de la commission défense à l'Assemblée nationale, qui sera suivie par un autre collègue, Ahmet Kankar, de Turquie, et ensuite un collègue d'Azerbaïdjan, Siyavouch Novruzov. La parole est à Françoise Dumas. Alors que nous célébrerons dans quelques mois le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce, votre beau pays a en effet des leçons à partager en matière d'adaptation à l'évolution de l'environnement stratégique dont notre jeune, relativement, alliance peut utilement trouver à s'inspirer. Votre pays est un acteur engagé sur la scène euro-atlantique. Les données sur le partage des charges en témoignent et vous êtes très attentif également, non seulement sur la question capacitaire, mais aussi opérationnelle. J'ai écouté attentivement vos propos ainsi que ceux de votre Premier ministre hier. Je partage bien évidemment la position grecque sur le rôle puissant que peut jouer l'Europe de la défense dans l'espace euro-atlantique. Car nos alliés non européens ne nous respecteront en tant qu'alliés que si nous assumons justement notre part des charges et des responsabilités. À cet égard, et cela a été souligné, nous avons ensemble un rôle fondamental et spécifique à jouer vis-à-vis de notre flanc sud, sur lequel nous avons un imaginaire
singulier connecté à l'Afrique, le Proche-Orient, le Moyen-Orient. Cette préoccupation n'est pas récente, mais elle prend une acuité nouvelle. Cet environnement est en évolution avec un cumul de difficultés et de problèmes, avec au premier chef le développement d'un islam radical qui manipule et prospère sur un vide, sur une désespérance politique, économique et sociale. Vous êtes directement concernés à travers la question migratoire, mais je constate une réelle conversion des regards. C'est bien ce dont témoigne la force Takuba. J'ai pu le constater la semaine dernière lors d'un déplacement au Sahel avec une délégation de la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Je tiens d'ailleurs à saluer les progrès réalisés depuis le début de l'année par nos militaires engagés sur le terrain pour notre sécurité collective. Quel mécanisme supplémentaire de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne pourrait-il être activé pour mieux répondre à ce nouvel environnement en Méditerranée et sur sa rive sud, proche ou un peu plus lointaine? Vous êtes particulièrement attentif aux Balkans et en cette année où la Macédoine du Nord nous a rejoints, il faut vous féliciter une nouvelle fois pour le courage et pour la vision à long terme dont votre pays a su faire preuve. Quelle appréciation portez-vous sur les développements de ces derniers mois, particulièrement en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, où sont encore présentes pour garantir la paix des forces internationales? Et ma dernière question portera sur les nouvelles routes de la soie, dont on ne peut nier que c'est un concept géopolitique très puissant. Votre pays est particulièrement bien placé pour nous en dire plus sur les opportunités, bien évidemment, mais aussi sur les défis que ces routes proposent. Sur ces 3 points, Monsieur le Ministre, votre analyse nous serait très précieuse. Merci par avance pour vos réponses. Monsieur le ministre, je disais que vous avez plusieurs questions dans la seule intervention de ma collègue. Donc, souhaitez-vous peut-être répondre tout de suite ou dois-je prendre les 2 autres intervenants annoncés? Up to you, madam, as you wish. Madam Chair, I'm at your disposal. Comme vous le souhaitez. Alors, à ce moment-là, nous allons Okay. peut-être... I will try to answer Oui. then, because the last one was a very long question with many. Bien, alors je vais essayer de répondre parce qu'effectivement, il y avait énormément de questions dans cette intervention couvrant pratiquement tous les aspects de notre politique. Donc, je vais essayer de répondre de façon relativement concise. Alors, nous sommes à la fois bénis et en même temps, nous avons des fléaux qui sont liés à notre situation géographique. Nous sommes en plein au milieu de conflits, Syrie, Libye, le Liban, le Caucase, partout où on se tourne, on voit des défis dans cette région. Il est donc très important, pour relever ces défis, d'avoir une bonne communication entre l'OTAN et l'Union européenne. Il est tout à fait essentiel que ces organisations puissent voir la même réalité. Les valeurs clés des 2 organisations sont les mêmes et pour atteindre nos objectifs, il faut davantage de contacts entre l'OTAN et l'Union européenne. Je considère cela comme étant absolument essentiel et cela doit se faire le plus rapidement possible. Pour ce qui est du sud-est de la Méditerranée, nous avons pu voir tous les défis. Si l'on prend la Libye, avec on a beaucoup parlé de la dictature du colonel Kadhafi, mais on a laissé la Libye devenir un État failli. Et
si l'on regarde la situation en Syrie, nous ne nous sommes pas impliqués de telle sorte à pouvoir forger un meilleur avenir pour les Syriens. Et la Syrie maintenant est aussi un État failli. Le Liban est une énorme tragédie. Je me souviens quand j'étais enfant, on parlait du drame de Beyrouth et du Liban. Et maintenant, le Liban est également pratiquement un État failli. Je m'y suis rendue récemment. Ce que l'on voit est totalement impensable. Alors, il faut relever les défis. Et là où nous pouvons mener par l'exemple, c'est dans les Balkans occidentaux que vous avez mentionné dans votre question. La Grèce est convaincue que les Balkans occidentaux doivent devenir membres de l'Union européenne. Il ne faut pas que l'Union européenne permette qu'il y ait un trou noir au sein de l'Europe. Clairement, c'est essentiel pour les Balkans occidentaux. L'Albanie, la Macédoine du Nord, bon, comme vous le savez, nous n'avons pas encore reconnu le Kosovo, mais la stabilité du Kosovo est essentielle et aussi de la Bosnie-Herzégovine. Nous devons parler ouvertement de la nécessité de ces pays de devenir membres de l'Union européenne, en remplissant les conditions, bien sûr. Là, l'OTAN a beaucoup travaillé avec ces pays et l'Union européenne doit, elle aussi, ne pas négliger ces pays. Alors, pour l'initiative de la nouvelle route de la soie, nous estimons que la Chine doit clairement faire partie du réseau international en tant que producteur et marché énorme, mais cela doit se faire avec des opportunités équitables pour tous, pour les entreprises européennes, américaines, qui doivent pouvoir opérer en Chine de la même façon que les investissements chinois sont acceptés à l'Ouest. Il faut en discuter pour qu'il y ait des règles du jeu équitables. Ça, c'est absolument essentiel. Si vous me demandez comment je vois cette nouvelle route de la soie, eh bien, comme par le passé, il faut que ça soit une route à double sens, de la Chine vers l'Ouest, mais aussi de l'Ouest vers la Chine. Merci beaucoup. Passe donc la parole aux deux intervenants suivants, Ahmet Kankar, puis de Turquie, puis notre collègue d'Azerbaïdjan, Siyaoulouch Novruzov. Vous avez la parole, chers collègues. Thank you, Madame Melam, and Merci beaucoup, Madame Garriaud-Mellam, et nous souhaitons saluer le ministre d'India. C'est très bon de pouvoir avoir ces échanges, et je pense que nous pourrons ainsi discuter des problèmes que nous partageons en tant que membres de l'OTAN et pays voisins. Je voudrais mentionner le fait que les actions, notamment les événements récents, ont été lancés par les Chypriotes. Comme vous le savez, la Grèce n'a pas voulu discuter avec les Chypriotes du Nord et la Turquie pour éviter une escalade. Donc je crois qu'il faut absolument là que les discussions reprennent. Je dis cela à l'intention du ministre. Et puis notre collègue, Madame Dumas, a parlé de l'islam radical. Alors, quand on parle de radicalisme et que l'on associe l'islam et le radicalisme, ça ne me paraît pas très approprié. L'islam est une religion
qui est celle de près de 2 milliards de personnes à travers le monde. Et je crois qu'il ne faut pas parler de l'islam en l'associant au terme de radical. L'islam est une religion de paix. Alors, on peut parler d'extrémisme violent, mais je crois qu'il vaut mieux ne pas associer une religion avec des termes péjoratifs de ce type. Merci Ahmet. Alors je vois par contre que notre collègue d'Azerbaïdjan n'est plus à l'écran. Donc, s'il ne revient pas, non, il n'est pas là. Il doit avoir un problème de connexion. Nous verrons s'il peut revenir. Et sinon, je vais peut-être vous poser moi-même une autre question concernant la position de la Grèce par rapport à Taïwan, puisque nous avons parlé de la Chine. Bien évidemment, je partage à titre personnel votre position sur la Chine, mais vous savez que Taïwan aimerait réintégrer au moins comme observateur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je pense que ce serait très utile dans la mesure où Taïwan a été assez exemplaire dans la lutte contre le Covid, avec simplement 7 décès. Alors, ce n'est pas du tout une question piège, monsieur le ministre, mais j'aimerais vraiment avoir votre position, peut-être à titre personnel, connaissant la situation, bien sûr, des relations internationales. Merci. Et est-ce que notre collègue Azeri est revenu? Non, non, non. Non, mais nous avons une question ou du moins une demande d'intervention de Lord Campbell. Parfait, je ne l'avais pas vu. Donc Lord Campbell, la parole est à vous. Thank you. Forgive me usurping my position. Oui, merci de me permettre de profiter de ma position, mais je voudrais absolument saisir cette occasion pour dire que quand on regarde tout ce qui se passe au Moyen-Orient, avec les relations qui se sont normalisées, même si c'est la région du Golfe, j'aimerais savoir comment vous voyez l'influence sur la Méditerranée orientale. Est-ce que vous voyez une signification particulière qu'il faut attacher à ces changements qui se produisent au Proche-Orient et les changements qui pourraient avoir lieu à long terme entre Israël et les pays du monde arabe? Merci Lord Campbell. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Well, again, Merci encore pour toutes ces questions très intéressantes. Je vais d'abord répondre à la question posée très poliment par mon collègue turc. Je pense que nous devons nous mettre d'accord sur les faits, parce que si nous souhaitons aller de l'avant, eh bien, il faut que les faits soient bien précisés, bien clairs. S'agissant de Chypre, parce que si j'ai bien compris la question de mon collègue, si la présentation de Chypre comme étant responsable de tout ce qui se passe de manière illégale dans le sud de la Méditerranée, eh bien, ce n'est pas juste. Ce qui est réalisé là-bas, d'un point de vue scientifique et légal, une recherche légale a été réalisée par la République de Chypre et d'autres pays conformément au droit international. Et ce sont des accords qui sont signés par des États souverains et Chypre, que la Turquie reconnaisse ce pays ou pas, Chypre est un État souverain et la Turquie qui ne reconnaît pas Chypre est minoritaire dans ce contexte et Chypre n'a jamais réalisé d'activités illicites dans sa zone maritime. Il y a eu des accords juridiques qui ont été signés et ensuite des recherches scientifiques ont été réalisées alors que la Turquie est en train de réaliser des recherches scientifiques dans le sud-est de la Méditerranée
alors qu'aucun accord n'a été signé, ou sinon, euh, s- la Turquie est en train de réaliser des recherches scientifiques dans les eaux de Chypre, et cela n'est pas acceptable. Je pense que ces problèmes peuvent être réglés avec des négociations, des discussions. Et s'il n'y a pas d'accord, c'est au tribunal de La Haye que ces problèmes seront réglés sur la base du droit international. C'est la marche à suivre pour les pays civilisés pour le 21e siècle. Et comme l'a démontré la Grèce au cours des 12 derniers mois, nous avons signé un accord avec l'Italie, avec l'Égypte aussi. Nous avons aussi signé un accord avec l'Albanie pour essayer de régler nos différends. Le seul pays avec lequel nous n'avons pas pu trouver même des règles d'engagement, eh bien, c'est la Turquie. Et donc, encore une fois, la Turquie est minoritaire. Et pour la question qui concerne l'islamisme radical, je ne suis pas en train de dire que l'islam est une religion radicale. Enfin, si je me trompe pas, il y a moins de 2 milliards de personnes qui sont musulmanes, mais bien sûr, il y a une branche radicale de l'islam, et suite aux attentats de Vienne et heu, des attentats de Paris et de Nice, eh bien, je pense que nous ne pouvons pas nier l'existence de l'islamisme radical, et je ne vois pas comment la Turquie, le pays d'Atatürk, un État cosmopolite dans son ADN, pourrait même envisager d'avoir quelque chose, à voir avec, l'islamisme radical. Ce n'est pas parce qu'on est, heu, qu'on est musulman qu'on est radical. Et ensuite pour la question de Taïwan, comme vous le savez, la Grèce, reconnaît, la République de Chine. Nous n'avons aucune relation diplomatique avec, Taïwan. Lord Campbell a posé une question très intéressante. En fait, je reviens d'Abu Dhabi. J'y étais, hier. J'y étais avec mon premier ministre. Le premier ministre, et moi, nous avons signé plusieurs, accords avec, les Émirats arabes unis, y y compris un accord de défense et des relations étrangères. Pourquoi? Parce que nous pensons aujourd'hui qu'il y a une, compréhension s'agissant de cette région qui va au-delà de la Méditerranée orientale, s'agissant de la manière dont nous devons relever les défis de cette région. Auparavant, il y avait une ligne séparatrice, Israël par rapport aux pays arabes. Mais cette ligne de séparation n'existe plus. Au contraire, comme l'a dit Lord Campbell, il y a quelques pays du monde arabe qui sont connectés avec Israël, l'Égypte, la Jordanie, mais aussi le Bahreïn, les Émirats arabes unis et probablement dans l'avenir l'Arabie saoudite. Donc les lignes de séparation sont différentes aujourd'hui, et aujourd'hui ces lignes sont entre les pays qui croient en la paix, la stabilité, les droits de l'homme et l'état de droit, et de l'autre côté, les pays qui, remettent en question ces éléments-là. Et nous pensons que l'OTAN, mais aussi nous, la Grèce, que la paix et la stabilité dans le sud-est de la Méditerranée est extrêmement importante, et nous pensons que les pays du Golfe peuvent contribuer à cela, comme ça a été le cas auparavant, parce que cette zone est un moyen de communication, une zone de stabilité, de prospérité, et cela comprend bien sûr Israël, mais aussi tous les pays qui souhaitent participer dans ce projet économique. Et je pense que la Turquie est un pays qui potentiellement dans l'avenir souhaiterait être impliqué dans un tel processus. Et Chypre est aussi un membre de ce processus. Bien sûr, c'est sur la base du volontariat, mais le sud-est de la Méditerranée, ce n'est pas seulement une zone géographique, cela comprend les pays du Golfe, mais tous les pays de la région qui souhaitent participer à la paix et à la stabilité dans cette région. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et je vois que notre collègue d'Azerbaïdjan est maintenant connecté. Donc, je lui donne la parole. La parole est à vous, cher collègue Vrouzov.
là? Ça devrait. Oui? Oui, c'est bon. Ah, le voilà. Ah, nous semblons avoir un problème technique. On va essayer de résoudre Bon. ce problème. Alors peut-être que s'il y a un problème technique, je me permettrai peut-être, Monsieur le ministre, de vous interroger sur l'attitude de la Grèce face aux migrations et aux difficultés entraînées par les migrations clandestines. Votre pays est très sollicité, fragilisé par ces questions, donc peut-être que vous pourriez nous en dire quelques mots, en attendant que notre collègue revienne. Well, thank you again for this opportunity. I have to say that migration, illegal migration and irregular migration Merci beaucoup pour cette occasion. La migration clandestine est un défi énorme non seulement pour, l'Europe, mais pour la Grèce, qui est un pays frontalier et je dois vous dire que de temps en temps, nous nous sentons un peu seuls face, à ce problème et nous nous sentons seuls parce que la vérité, c'est que tous ces individus et ces personnes qui n'ont pas de chance, qui viennent en Grèce, et qui traversent, des rivières. Enfin, en fait, leur objectif, c'est ne pas de venir en Grèce, mais d'atteindre d'autres pays de l'Europe. Donc, il faut qu'il y ait un partage du fardeau à cause de cela. Mais malgré tout, il y a eu une certaine amélioration. Mais pour pouvoir relever ce défi, il est important d'accepter certaines perspectives. Tout d'abord, les réfugiés. Il va sans dire que nous devons protéger les réfugiés. Il s'agit de l'une des valeurs clés de l'Europe. Si on ne protège pas les réfugiés, eh bien l'Europe perdrait son âme et ce n'est pas quelque chose qui est négociable. Cela étant dit, il y a une chose que nous devons tous comprendre, il faut que nous créons un processus de demande d'asile plus efficace. Le processus actuel a été conçu à l'époque de la guerre froide, où il y avait très peu de personnes qui demandaient de l'asile tous les ans, alors qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui demandent l'asile et la plupart de ces personnes ne sont, n'ont pas le droit d'avoir le statut de réfugié, d'être protégés en tant que réfugiés et donc doivent retourner dans leur pays d'origine. Mais pour qu'on puisse le faire en temps et en heure, eh bien, il faut qu'il y ait un processus plus efficace pour déterminer si quelqu'un a le droit d'obtenir l'asile ou pas. Et nous devons aussi avoir un programme de rapatriement efficace parce que nous devons rapatrier ces personnes dans leur pays d'origine avec dignité, en respectant, leurs droits humains. Mais il est important de comprendre que nous ne pouvons pas accepter tout le monde en Europe. Même si nous ouvrons nos frontières, il va falloir les fermer à nouveau après un certain temps parce que nous ne pouvons pas les accepter. C'est un problème de chiffres. Cela étant dit, pour qu'on puisse, relever ce défi, enfin, je pense que l'OTAN a un rôle à jouer et l'OTAN a déjà une opération en mer Égée, Aegean Endeavour et c'est une opération qui est, très efficace pour faire face, aux défis liés à la migration clandestine. Et nous avons bien sûr besoin de la coopération de la Turquie. Soyons francs, sans la coopération de la Turquie, encore une fois, ce défi devient beaucoup plus compliqué et je dois vous dire que au mois de mars et aussi en février, nous avons vu le contraire de la part de la Turquie, l'instrumentalisation de la migration, de la migration. Des milliers de personnes avec une campagne d'infox, eh bien, on leur a fait croire que les frontières européennes étaient ouvertes et ils se sont précipités en Europe, et on ne pouvait pas l'accepter. On ne pouvait pas permettre à 100 000, 200 000 personnes de traverser nos frontières au quotidien. C'est tout simplement inconcevable. Il faut donc qu'il y ait une coopération étroite entre l'UE et l'OTAN pour relever le défi de la migration clandestine. Mais cela étant dit, il y a quelque chose de plus que je dois ajouter.
il faut aussi régler les problèmes qui créent ces migrations clandestines dans les pays d'origine. Si on ne leur fournit pas de l'aide au développement et si on n'essaye pas d'améliorer la vie, des personnes là-bas, eh bien, le problème de la migration clandestine ne disparaîtra pas. Et c'est quelque chose que nous devons tous, reconnaître. Il est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus humain aussi de régler ces problèmes dans le pays d'origine plutôt que de régler ces problèmes aux frontières de l'Europe. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, alors je fais un dernier essai avec notre collègue d'Azerbaïdjan. Sinon, ah, pardon. Par contre, je vois que notre collègue britannique, Lord Jopling, s'est inscrit, alors que notre collègue azéri a disparu à nouveau. Donc la parole est à vous, Lord Jopling. Monsieur le ministre, dans votre, intervention extrêmement intéressante, vous avez parlé de la crise économique, très grave qui a touché votre pays il y a quelques années et à l'époque, nous étions très inquiets pour vous. Je sais que vous êtes ministre des Affaires étrangères, mais Ming Campbell a dit que vous avez aussi un master de la London School of Economics et donc, je pense que l'économie doit aussi être, un domaine que vous connaissez bien. Peut-être que vous pourriez nous donner un instantané des progrès actuels de la Grèce pour, renforcer votre économie. Merci. La parole est à vous, monsieur le ministre, et ce sera la dernière question, parce que je sais que vous avez un emploi du temps Yes. qui est serré et je vous remercie de votre temps. Not at all. Pas du tout, c'était un honneur et merci madame le président. C'était une question très intéressante que vous m'avez posée, Lord Jopling. À LSI, j'ai fait de la criminologie théorique, donc ce diplôme ne m'aide pas beaucoup, pour, mieux décrire la situation financière en Grèce, mais pendant quelques mois, j'étais ministre, chargée du développement, ce qui me donne une certaine perspective de la crise et ce que nous avons fait pour, surmonter cette crise. Je dois vous avouer que la crise, au cours des 10 dernières années, de 2009 à 2019, était liée à 2 facteurs. C'était partiellement de notre faute et je pense qu'il faut être franc et honnête. Nous avons dépensé plus que nous avions, comme c'était le cas dans beaucoup d'autres pays. Mais il y avait aussi un autre problème et le problème, c'était le médicament qui nous avait été prescrit par nos amis et partenaires européens. Parce que l'Europe ne connaissait pas très bien les crises. Et donc, c'est comme un médecin qui est en train d'apprendre comment soigner un patient sans avoir d'expérience préalable. Donc, ils ont essayé de régler cette crise avec des décisions n'étaient pas du tout bonnes. Et plutôt que de régler ces problèmes, eh bien, ces solutions ont aggravé la crise de manière à ce que nous avons perdu 30% de notre PIB. Souvent, c'est le résultat d'une guerre. Il y avait une époque, vers 2012, où 50% des personnes ayant moins de 30 ans étaient au chômage et le fait que la société grecque, n'a pas complètement explosé était lié au système de famille, méditerranéen et la structure de soutien familial que nous avons parce que sinon, je pense que mon pays n'aurait pas survécu. Aucune société moderne occidentale ne peut surmonter ce problème de perte de 30% du PIB en 2 ans. C'était, une trajectoire inimaginable. And I have to say, the resilience of the Greek society and the Greek state was proven. And also, we're able to come out of the crisis with a much more efficient private sector and a much more efficient public sector. Et pourtant, nous avons réussi à surmonter la crise avec un secteur public et un secteur privé beaucoup plus efficaces. Et je crois que nous comptions sur un avantage sans égal. Party came into power in N'oublions pas qu'en 2015, un parti populiste est arrivé au pouvoir. Il est resté au pouvoir pendant quasiment 5 ans. Et je crois que le pays a beaucoup changé.
pendant cette période. Et donc le parti Syrize lui-même a évolué, et il est progressivement redevenu un élément, fidèle de l'Alliance, occidentale, le premier er parti de ce type qui est devenu un allié fidèle d'une alliance occidentale. Et donc, désormais, nous nous trouvons dans une situation beaucoup plus sage, avec une économie beaucoup plus efficace, une société beaucoup plus solide qu'avant la crise. Ceci étant, je ne souhaite à personne, d'endurer ce que la société grecque a connu au fil de cette décennie parce que, croyez-moi, il s'agissait d'années particulièrement abominables pour nous. À nouveau, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion, de m'avoir donné l'occasion de m'adresser, à mes homologues parlementaires. Merci beaucoup. Je tiens à dire que je suis toujours à votre disposition et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous voir et de vous accueillir en personne. Merci beaucoup pour ces questions et pour cette occasion. Pour votre temps, pour cette excellente intervention, pour avoir pris le temps de répondre à toutes les questions dans un emploi du temps serré. Vraiment merci. Nous aurions été tellement heureux de venir vous rencontrer à Athènes, mais espérons que ce sera une autre occasion, une fois que cette horrible pandémie sera terminée. Encore merci infiniment et bon courage et bonne continuation et toutes nos amitiés à la Grèce. Merci et à votre délégation. Mes chers collègues, je voudrais maintenant vous dire, puisque notre réunion tire à sa fin, que pour les membres de la commission politique, votre réunion redébutera ici même à 18h30. Pour les membres de la commission sur la dimension civile de la sécurité, notre réunion se poursuivra également à 18h30, mais merci de noter que vous devrez vous déplacer vers une autre salle virtuelle, vers une autre adresse et vous auriez dû, normalement, et je pense que vous avez reçu le lien nécessaire qui est à nouveau affiché dans la boîte de discussion qui est située à droite de votre écran sous les messages. Donc merci, bonne session à tous et toutes. Merci de votre participation active et à très vite et à tout à l'heure pour les membres de la commission CDS. Merci encore.